Madame, Monsieur, bonsoir. Immobilier au menu de Questions Éco ce soir. Les prix des actifs immobiliers au Maroc ont connu une baisse de 5,4% au deuxième trimestre de cette année. Parallèlement, le nombre de transactions a enregistré une croissance à 2 chiffres, soit près de 19%. Cette baisse est-elle révélatrice d'une tendance globale et surtout réaliste? Quelles nouvelles règles en matière de construction pour un secteur plus transparent et surtout plus efficient? Faut-il continuer à diaboliser le promoteur immobilier ou au contraire l'encourager en mettant un système de contrôle? Ou encore, comment le prochain gouvernement devrait s'attaquer au chantier de remise à niveau d'un secteur qui pèse lourd dans l'économie marocaine et qui emploie 1 million de Marocains? Élément de réponse ce soir en compagnie de l'expert, l'architecte et urbaniste Rachid Boufous qui se joindra à nous dans quelques instants. Bienvenue à tous. Et j'accueille donc mon invité via Skype depuis Rabat. Bonsoir Rachid Boufous, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, quelles sont les attentes tant au niveau local comme gouvernemental ou au niveau du gouvernement, du prochain gouvernement? Dans le domaine de l'immobilier, effectivement, comme vous le savez, les attentes sont grandes. Depuis ces dernières années, il y a eu quand même pas mal d'évolutions, de chamboulements dans le secteur, notamment l'arrêt ou la mise en berne du programme incitatif des 200 000 logements et aussi l'arrêt des dérogations urbanistiques. Bien sûr, à côté de cela, les professionnels attendent de grandes réformes en matière de règlement de construction, d'établir de nouvelles règles en matière d'urbanisme, de réforme de ce secteur, afin de permettre une meilleure visibilité, parce que les professionnels aujourd'hui ne savent pas encore ce que le gouvernement, enfin le prochain gouvernement, va proposer en matière de programme de relance de ce secteur. Donc les attentes sont grandes et jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore vu dans les programmes des partis politiques des solutions concrètes par rapport à ces attentes. Et j'espère que le prochain gouvernement fixera une ligne de conduite, au moins un programme clair pour répondre à ces attentes. Nous allons certainement peut-être avoir votre input par rapport à ces règles ou peut-être même à ces réformes que doit subir ce secteur afin de le remettre à niveau. Mais avant, parlons prix. Alors, est-ce que vous pensez plutôt que la baisse des prix que j'ai annoncée un peu plus tôt est-elle à relativiser, Rachid Boufous, et surtout, comment atteindre finalement des prix qui soient réalistes quant aux spécificités, quant aux réalités finalement marocaines? Écoutez, aujourd'hui, la baisse des prix constatée, moi je pense que c'est quelque chose qui est lié beaucoup plus à ces 2 années de pandémie Covid, où il y a eu un ralentissement de la demande. L'offre, elle a continué quand même à se préciser. Les gens continuent quand même à construire des logements et à réaliser des projets. Je pense que cette correction des prix n'est que conjoncturelle. Elle répond justement à cette situation économique d'attentisme liée au Covid. Mais je pense que les prix ne vont pas baisser ni à moyen ni à long terme. Bien sûr, c'est lié à beaucoup de facteurs. Le premier facteur étant le foncier. Bien sûr, le foncier aujourd'hui urbain surtout est de plus en plus rare, donc ce qui fait que les prix seront toujours à la hausse. Il y a aussi cette spéculation immobilière qui fait que les prix constatés dans l'immobilier n'ont aucune réalité, n'ont aucune espèce de conformité par rapport à la réalité économique elle-même, hein, quand on pose les prix de l'immobilier par rapport
aux chiffres de l'inflation, par rapport au SMIC, par rapport aux revenus des ménages, effectivement, on voit que ces prix sont très élevés par rapport aux revenus des ménages. Donc, ce qui fait qu'ils sont la conséquence d'une spéculation. La spéculation elle-même est basée par un manque de transparence par rapport aux transactions immobilières, par rapport à la réalité des prix sur le terrain. Bien sûr, il y a des outils qui ont été mis en place par le gouvernement. N'empêche que justement, Rachid Boufous, alors avant de parler d'observatoire, il y a ce référentiel des prix qui a été mis en place par le gouvernement précédent. Donc finalement, ce que vous dites là, c'est que ce référentiel des prix est obsolète aujourd'hui. Bien sûr. Alors qu'il vient de voir le jour. Il a besoin d'être beaucoup plus précis que cela. Et moi, je milite depuis plusieurs années à l'établissement de registres fonciers dans les communes et dans les conservations foncières, consultables par tous les citoyens, comme ça se fait en Europe et notamment en France. Nous avons besoin de connaître avec précision les prix des transactions, même si elles doivent être anonymes. Au moins, on doit savoir dans quelle rue, dans chaque quartier, les prix des transactions avec précision, afin que puisse se faire une idée précise de la valeur réelle du terrain et des transactions immobilières. Maintenant, le référentiel, il a le mérite d'exister, mais ce n'est pas un outil suffisant. Il nous faut un outil scientifique beaucoup plus précis. Cela, bien sûr, ne sera possible que s'il y a plus de transparence par rapport aux transactions immobilières et plus de traçabilité de ces transactions. Donc, c'est ça qui est important aujourd'hui à instaurer. Est-ce que cela peut être instauré au niveau local, ou en d'autres termes, puisqu'on a parlé il y a quelques instants des élections, des résultats des élections du prochain gouvernement, mais aussi des élus locaux, quel est le rôle finalement du président de commune d'abord dans la transparence, Rachid Boufous? Écoutez, aujourd'hui, les élus, avec la nouvelle majorité, ce qu'il faut savoir, c'est que, vu les résultats des nouvelles élections, le parti qui est arrivé en tête, ainsi que le deuxième parti, à savoir le RNI et le PAM, ont la majorité pratiquement dans toutes les villes et dans toutes les régions, et auront certainement aussi, s'il y a une coalition qui se forme avec d'autres partis, auront la majorité aussi au Parlement. Donc c'est la première fois que nous allons assister à une situation inédite où le parti majoritaire et ses alliés auront toute l'attitude de passer les textes et les réformes nécessaires, que ce soit pour le secteur de l'immobilier ou que ce soit pour les autres secteurs sociaux ou économiques. Au niveau local, bien sûr que les communes ont un grand rôle à jouer, parce qu'encore une fois, il faut savoir que les plans d'aménagement sont du ressort des présidents de communes, ce sont eux qui les décrètent. Ce sont eux qui les lancent, et les agences urbaines ne font qu'un support technique par rapport à ces plans d'aménagement, mais par rapport à la loi sur les collectivités locales, c'est-à-dire le DAER de 2007, qui a réformé la charte communale de 1976, donne toute l'attitude aujourd'hui aux présidents de communes de lancer ces plans d'aménagement. Aujourd'hui, le plan d'aménagement est l'outil réglementaire de base dont nous disposons, nous professionnels, pour savoir dans chaque ville quel zonage couvre tel ou tel quartier, qui nous permet de donner les possibilités d'occupation du sol et les façons avec lesquelles on peut construire les logements. Donc ces plans d'aménagement dans beaucoup de villes ont connu des retards dans leur mise à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan d'aménagement n'a qu'une durée de vie de 10 ans. Au cours de ces 10 années, le plan d'aménagement fixe bien sûr les zones des équipements et les zones de logement. Pour les zones d'équipement, quand c'est des zonages qui tombent chez des privés, l'État a l'obligation, pendant la durée du plan d'aménagement de 10 ans et 1 jour, de pouvoir exproprier les gens qui possèdent les terrains qui sont couverts par un zonage d'équipement. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est que ces terrains ne sont pas expropriés, donc l'État n'utilise pas son droit de préemption sur les terrains, donc n'indemnise pas les gens et ne réalise pas du coup les équipements nécessaires dans les villes. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les plans d'aménagement n'ont qu'un taux de réalisation qui ne dépasse pas 30% et ils ne sont pas renouvelés. Donc nous avons des plans d'aménagement qui durent pendant 15 ans, 20 ans sans qu'ils soient renouvelés, ce qui fait que les gens
dont on a pris les terrains, enfin dont les terrains sont préemptés pour être expropriés, restent dans l'attente durant toutes ces années. On ne leur restitue pas leur terrain alors que la loi l'exige qu'au bout de 10 ans, si le plan d'aménagement ne se réalise pas, les terrains doivent être restitués à leurs propriétaires afin qu'ils puissent les valoriser. Donc, ce qui fait que les gens n'ont pas la possibilité de valoriser leurs terrains. Souvent, les zonages ne correspondent pas à la réalité du développement des villes. Et ce qui fait qu'il y a un grand attentisme dans tout le secteur. Donc il n'y a pas de renouvellement urbain possible. Les villes ne peuvent pas se mettre à niveau du point de vue urbanistique. Bien sûr qu'il y a aujourd'hui une mise à niveau urbaine pour tout ce qui est des espaces verts, de l'éclairage public, de l'élargissement des voies, de l'ouverture de nouvelles avenues, etc., d'artères et de rocades, mais n'empêche que la ville elle-même, aujourd'hui, stagne dans son évolution, et alors que l'évolution démographique est là. Aujourd'hui, nous continuons à avoir des taux d'accroissement qui sont assez importants, ce qui fait que ça augmente la densité à l'intérieur des villes, et certaines villes aujourd'hui n'arrivent plus à répondre à leurs propres besoins. À titre d'exemple, par exemple, si nous prenons Rabat, la capitale du royaume, c'est l'une des rares villes au Maroc, si ce n'est la seule, qui a perdu en 10 ans plus de 100 000 habitants. Elle est passée de 600 000 habitants en 2004 à 500 000 habitants en 2014, alors que l'accroissement démographique est le même, ce qui fait que les gens n'ont plus la possibilité de faire habiter leurs enfants dans la même ville, et ils sont obligés en quelque sorte de les expatrier vers les villes périphériques, à savoir Tmara et Salé. Donc on peut effectivement requalifier les quartiers existants en donnant plus de hauteur, en requalifiant tous ces quartiers et ces villes. Alors, quelle nouvelle règle justement pour la dérogation? Quelle nouvelle règle pour la dérogation urbanistique, Rachid Boufous? Alors, la dérogation urbanistique a été instaurée par une circulaire conjointe entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en 2003, permettait de déroger aux règles d'urbanisme qui ne permettaient pas de réaliser des projets importants. Et il faut savoir que tous les projets que nous avons réalisés maintenant depuis 17-18 ans, les grands projets n'ont été possibles que grâce à cette dérogation. Maintenant, la dérogation a été effectivement, il y a eu plus de 5400 dérogations qui ont été octroyées. Il y a eu une saisine du Conseil économique et social qui a édité un rapport dans ce sens. Effectivement, la dérogation est un outil qui a permis de réaliser le projet, mais il a péché par un manque de contrôle et de suivi. Maintenant, il a été décidé à peu près depuis 2019 de procéder au gel de la dérogation. Alors, nous n'avons pas d'autres outils réglementaires, faute de plans d'aménagement qui arriveraient justement à pallier des dérogations. Nous sommes dans une situation d'attentisme. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui si nous voulons autoriser de nouveaux pôles urbains, de nouveaux grands projets importants en l'absence de cette dérogation? Moi, j'ai toujours milité pour garder la dérogation, mais pour en améliorer le sens et les objectifs. Pourquoi, par exemple, ne pas faire en sorte de permettre aux promoteurs, dans le cadre de la dérogation, d'avoir beaucoup plus d'inventivité, de créativité urbanistique, et de leur permettre justement non seulement de réaliser les équipements dont a besoin la communauté ou dont ont besoin les villes, mais en contrepartie, ils réalisent leur projet. Donc c'est vraiment... Vous avez parlé des promoteurs immobiliers, et je le disais un peu plus tôt, il incombe aussi, cette responsabilité incombe aussi aux promoteurs immobiliers, que ce soit pour la qualité ou autre. Je ne parle pas bien sûr de tout ce qui est plan d'aménagement, cela bien sûr, bien naturellement, ne relève pas du promoteur immobilier. Vous parlez d'aménagement d'espace, mais parlons aussi de qualité. Alors oui, beaucoup de promoteurs immobiliers, on le dit, et cela circule, je ne sais pas si c'est à juste titre, se sont enrichis au détriment d'un logement qui soit de bonne qualité avec le prix que l'acheteur a payé. Combien gagne un promoteur immobilier sur un projet, Rachid Boufous?
Bah, aujourd'hui, franchement, nous colportons, enfin, certains médias, enfin, l'opinion publique, par manque d'informations, nous colportons un certain nombre de, de, de fausses informations par rapport aux promoteurs. Il ne faut pas croire que les promoteurs gagnent énormément d'argent. Quand les promoteurs réellement structurés gagnent aux alentours entre 15-20% net, hein, une fois payé toutes les redevances et taxes. Donc, ce qui fait que ce n'est pas très important. Bien sûr qu'il y a certains promoteurs qui trichent, qui jouent avec les règles et qui gagnent énormément d'argent, mais ce n'est pas la majorité. La majorité des promoteurs reste quand même, c'est une communauté quand même qui est assez professionnelle. Mais encore une fois, vous parlez de la qualité. Ben, la qualité aujourd'hui, c'est une question aussi de contrôle. C'est du ressort du promoteur lui-même, mais c'est du ressort aussi des intervenants, hein, des architectes en premier lieu, des ingénieurs aussi qui les accompagnent. Moi, je milite depuis plusieurs années pour avoir une espèce de nouveau pacte entre les promoteurs et l'État autour d'un système de traçabilité justement des intervenants dans les métiers du bâtiment, qu'il y ait une traçabilité des promoteurs pour qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre dans ce métier. Donc ça devrait être une prise en charge par les professionnels eux-mêmes de leur métier, hein, pour pouvoir l'organiser. Ce n'est pas à l'État de l'organiser, c'est un travail qui doit être fait d'abord par la Fédération des promoteurs immobiliers des constructeurs, pour qu'on puisse savoir qui pénètre dans ce métier, sa traçabilité. Pourquoi? Pour des questions aussi d'assurance et de garantie pour le consommateur, parce que quand quelqu'un achète un logement, qu'il a des problèmes de qualité, il doit pouvoir se retourner contre quelqu'un ou demander des indemnisations. Donc, je milite pour la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de l'immobilier. On a vu ces dernières années un certain nombre d'affaires qui ont mis face à face des acheteurs avec des promoteurs qui se sont retrouvés face à des promoteurs non professionnels, ont perdu leur argent. Donc, il faut quelque part un fonds d'indemnisation de ces victimes. Et qu'à ce fonds d'indemnisation, il faut lui trouver un cadre légal dans lequel il puisse se faire, en partenariat bien sûr avec l'État, les assurances professionnelles, pour que les promoteurs immobiliers puissent exercer leur métier en toute transparence et en toute assurance, et que les gens gardent leur confiance dans les promoteurs immobiliers. Quand même, nous avons pu créer au Maroc un marché de l'immobilier qui est très dynamique, et il ne faut pas le tuer, il ne faut pas l'abandonner, il faut l'aider, il faut le subventionner. Il faut le subventionner. Les subventions sur le social, prennent fin. Pardon, je vous laisse finir peut-être. Mais c'est juste parce que on veut relancer cet habitat social, mais est-ce qu'on cible toujours les bonnes personnes par rapport à ces programmes gouvernementaux au profit du logement social? Rachid Boufouz. Ben, le programme de logement social aujourd'hui, il a une connotation un petit peu dévoyée, mais c'est à la base. Il faut savoir qu'en l'an 2000, nous avions à peu près quelque chose comme 1,5 million de logements en moins. Donc nous avions vraiment un déficit qui est très important. C'est l'État, à travers les mesures incitatives, qui a permis la réalisation de ce programme important en faisant appel aux promoteurs immobiliers grâce à des incitations fiscales. Donc c'est l'État qui a créé ces grands groupes immobiliers grâce à ces incitations fiscales. Les promoteurs ont joué leur rôle, ils ont répondu à l'appel de l'État et des gouvernements successifs. Les promoteurs n'ont jamais demandé à la base ces incitations fiscales, mais l'État a effectivement réalisé, combler ce déficit en logement. Les promoteurs y ont répondu. Maintenant, il faut peut-être un nouveau cadre incitatif. On dit aujourd'hui que ce cadre, que ce programme effectivement est arrivé à terme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arrêter l'activité économique, arrêter ce type de logement? Il faut peut-être réorienter ce logement social vers d'autres destinations, peut-être le prévoir aussi dans le social, mais dans le milieu rural, mais
selon de nouvelles règles, de nouvelles formes, pas avec Comment? autant d'importance. Par exemple, Comment adapter pourquoi ne justement pas... l'habitat rural, Rachid Boufous? Alors, l'habitat, déjà, on peut imaginer un habitat social à un prix beaucoup moindre que celui qui est aujourd'hui proposé en milieu urbain, à savoir 250 000 dirhams. Parce que vous savez que dans le milieu rural, les gens n'ont pas la possibilité de payer ce prix. Nous pouvons créer un habitat social adapté au vécu des gens en respectant les patrimoines locaux, en respectant les hauteurs. On n'a pas besoin, par exemple, de construire un habitat social à R+4 en milieu rural. Ça n'a aucun sens. C'est complètement aberrant. Maintenant, on peut très bien imaginer un habitat qui soit adapté à la réalité du monde rural, prendre en compte la spécificité agricole des gens qui habitent, parce qu'il faut quand même que cet habitat puisse contenir aussi des étables, des choses, enfin des éléments qui sont en rapport avec l'activité des gens dans le monde rural. Et nous pouvons effectivement subventionner ce logement pour qu'il puisse être accessible aux alentours je ne sais pas, je dirais entre 100 000, 120 000 dirhams, ou même jusqu'à 150 000 dirhams, des logements dans le monde rural qui soient à R+1 ou à rez-de-chaussée, avec une possibilité d'avoir un petit jardin, des étables, etc. Des expériences ont été faites, je les ai moi-même faites il y a une dizaine d'années dans la région de Rabat pour un logement rural adapté. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais je pense qu'il faut aujourd'hui s'occuper des territoires ruraux parce que nous continuons à avoir une migration qui va du rural vers l'urbain et ce qui augmente le nombre des villes, des bidonvilles en milieu urbain, alors que dans le monde rural, les gens ne demandent qu'à avoir un habitat décent et avoir aussi des équipements de base. C'est-à-dire, c'est là où il faut travailler sur le programme qui a été initié il y a quelques années des centres émergents. Il faut regrouper ces villages autour de centres qui sont équipés en dispensaires, en petits hôpitaux, en lycées, en collèges, sans qu'on puisse effectivement éparpiller tous ces équipements dans le monde rural, mais plutôt les regrouper. Comme vous le savez, il y a aussi la possibilité de subventionner aussi le logement à faible coût, c'est-à-dire la faible VIT, ce qu'on appelait les logements à 140 000 dirhams. Aujourd'hui, il n'y a aucune subvention, enfin, il n'y a aucune incitation fiscale sur ce logement. Or, ce logement est destiné aux bidonvillois parce qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à donner aux bidonvillois des lots de recasement. Ce qui fait parce que par manque de foncier urbain. Mais d'ailleurs, justement, la Cour des comptes l'a relevé dans son rapport. Il y a un décalage entre les ambitions et la réalité en ce qui concerne le programme Ville sans bidonville. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que y a eu plusieurs politiques qui se sont entrechoquées les unes contre les autres parce qu'il n'y a pas eu de vision claire. Il y avait le logement social, il y avait le logement à faible VIT, il y avait les lots de recasement. Bien sûr que les bidonvillois vont vouloir choisir un lot à R+2 ou à R+3 plutôt que d'habiter dans un logement à 55 mètres carrés. Même si ce lot, bien sûr, il est subventionné aussi de la même façon, mais il coûte beaucoup moins cher. Un lot de 70 mètres carrés de recasement coûte même pas 25 000 dirhams pour un bidonvillois parce qu'il est subventionné pour la même somme par l'État. Alors qu'un logement à 55 mètres carrés, il n'y a qu'une offre en logement social pour cela et ça coûte 250 000. Donc vous voyez le différentiel. Donc les gens préfèrent avoir un lot, ils prennent le rez-de-chaussée, bon, ils le transforment en commerce. Le logement devient une rente. Alors que si le bidonvillois rentre dans un logement social ou même dans un logement à 140 000, ce logement est statique et ne produit rien du tout. Donc, rapidement, la solution, Rachid Boufous, il nous reste très peu de temps. La solution pour cela, selon vous? Alors, effectivement, il y a plusieurs solutions déjà pour lutter contre les bidonvilles. Bien sûr, il faut instaurer un fichier national des bidonvilles pour que les gens ne puissent pas à chaque fois aller demander un lot, se déplacer, prendre un lot, le vendre et aller dans une autre ville et en demander un autre lot. Il faut aussi, et là on n'en a pas parlé, mais c'est très important, il faudrait parler aussi des classes moyennes. Il faut pouvoir leur offrir aussi un logement
décents, un logement qui corresponde à leurs besoins. Moi, je milite aussi à ce que ces classes moyennes puissent être subventionnées en donnant par exemple un crédit à taux zéro. Donc, il y a plusieurs mesures incitatives possibles. Le gouvernement prochain devra décliner une stratégie à long terme pour qu'on puisse sortir effectivement de cet attentisme qui dure depuis plusieurs années. Merci beaucoup, qui n'est pas justement symptomatique à cette crise Covid-19. Merci Rachid Boufous pour ce check-up complet, presque complet. On aurait aimé discuter davantage avec vous sur les tenants et aboutissants de la réforme de ce secteur, parce qu'on l'attend, les professionnels, mais aussi nous, citoyens, on l'attendons depuis plusieurs années, comme vous venez de le rappeler. Merci encore une fois, Rachid Boufous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.